Merci Florent. Bon, déjà merci à vous d'être venus jusqu'à nous ce soir, pour ceux qui viennent d'un peu loin, ceux qui sont restés, d'être partis plus tôt pour assister à ces deux éléments-là, ces deux petites conférences. Donc je suis très content d'être devant vous pour vous présenter en fait ce vécu d'expérience en fait, qui est le mien depuis 10 ans que j'ai été diplômé sur le système crânio-sacré. On va aller dans le détail un petit peu après. Donc très content aussi, merci à Florent et la structure Ostéo, donc Eurostéo dont je fais partie, de pouvoir présenter mon travail ce soir, présenter la chose à mes pairs ou mes futurs pairs. Et puis aussi c'est une petite amorce par rapport au postgrad que aussi Eurostéo m'a permis d'animer, me permettra d'animer dans un mois, en lien avec tout ce dont on va parler ce soir. Ce sera le volet beaucoup plus technique en décembre, et là on est plus sur le côté un peu plus théorique. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, très rapidement, je suis donc Jean-François Thiraud, ostéopathe et pur produit d'Eurostéo. J'ai été formé ici de 2003 à 2008, resté pour la 6e année 2009, et puis après l'école a accepté de me garder pour petit à petit faire mon chemin au sein de l'école et être maintenant formateur. J'ai 2 cabinets, je travaille sur Marseille à la Penne-sur-Vaune près d'Aubagne, et j'interviens aussi, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, maternité d'Aubagne, en plus de tout ça, avec des confrères, consoeurs qui sont tous d'Eurostéo, mais j'en ai pas vu ici, je crois pas. Pas grave. Donc, j'ai intitulé cette petite présentation « Petite promenade ostéopathique dans les abysses du système crânio-sacré ». Au début, j'avais prévu de mettre dans les profondeurs, et puis en fait, tout à l'heure, on va un petit peu s'élever, vous verrez, vous comprendrez pourquoi. Donc j'ai changé, j'ai mis des abysses. On va descendre, je vais aller vous chercher, vous emmener avec moi au fond du liquide et puis de la structure profonde de ce système crânio-sacré. Et pour commencer, en fait, je vais émailler tout ce petit discours par des petites anecdotes cliniques, bien sûr, du cabinet, vous présenter des petites histoires aussi, et c'est un chemin, une espèce de chemin de vie aussi ostéopathique avant tout, que je vous présente. Et ce chemin de vie a commencé, il a commencé bien avant, mais par une rencontre avec la petite Léa, qui est une patiente qui est venue me voir au cabinet, et qui en fait je la connaissais déjà, parce que c'était une copine d'école de ma fille, et ça c'était à l'automne 2006. L'automne 2006, elle est venue au cabinet avec, donc vous avez compris, j'étais en 4e année, j'ai reçu Léa au cabinet, amenée par sa maman, qui était des amis donc, et qui avait à cette époque-là 8 ans, et qui vient avec une problématique de maux de tête, qui durait depuis 3-4 ans, des problématiques de maux de dos qui s'étaient mises en place après, mais qui duraient déjà depuis une bonne année scolaire, avec un super inconfort quand elle était en classe, etc. Et puis plus récemment, par rapport à cette date d'automne 2006, elle avait des douleurs au niveau bilatéral, au niveau des 2 genoux, et puis plus récemment encore, par rapport à la séance, elle avait des douleurs au niveau des voûtes plantaires, de façon bilatérale aussi. Donc, du coup, je fais mon interrogatoire, je fais mon bilan, mon test ostéopathique, que je savais faire à ce moment-là. Le viscéral, fatalement, j'ai rien trouvé, puisqu'on ne l'avait pas fait encore. Mais au moins crânio-sacré, tout le musculo-squelettique. Et puis, je m'arrête, et puis je dis à Léa et à sa maman, on va passer un petit contrat ensemble, si vous me permettez. Donc, je les connaissais bien, donc c'est pour ça que je me suis permis de le faire. On va passer un petit contrat ensemble, et je vais traiter Léa que sur un niveau, et qu'à un endroit de ce niveau, tissulaire. Et je dis à la maman, écoute, rassure-toi, s'il y a besoin de faire une autre séance, parce que si ça ne fait rien du tout, ce qui n'est pas impossible, je la reverrai très rapidement, il n'y a pas de souci. Du coup, le traitement a duré peu de temps. J'ai traité derrière, un petit peu à ma sauce, donc à la sauce Thiraud, Léa, sur la structure en particulier, et même cette portion de structure en particulier, et puis je l'ai laissé partir et rentrer chez elle. Le temps a passé, et une dizaine de jours après, on a été invité par cette famille, là, ces gens-là, donc Isabelle, que je vois et qui discute un petit peu avec elle et qui me dit bon ben écoute, voilà Léa, depuis que tu l'as vue, c'est assez sympa hein, ce qu'elle m'a dit. Bon voilà, au niveau des voûtes plantaires et au niveau des genoux, plus de douleur. Elle se plaît encore un peu du dos, mais c'est beaucoup moins inconfortable pour elle à l'école, c'était que 10 jours après. Et puis au niveau de ses maux de tête, elle a une nette amélioration aussi, c'est encore présent, mais il y a une nette amélioration. Donc voilà, on est dans la bonne direction. Je lui demande si ça continuait d'évoluer au fil du temps, elle me dit que oui. Je lui dis écoute, on touche à rien, on laisse comme ça, on garde le même deal, s'il y a besoin, tu me rappelles et on voit. Pour ça, elle ne m'a jamais rappelé. Je l'ai revue bien sûr la petite après, elle a 20 ans maintenant, elle fait ses études ailleurs, elle n'est plus à Marseille. Je l'ai revue pour d'autres choses, des chutes, des chocs, des douleurs à droite, à gauche, mais par rapport à ces douleurs-là, initiales qu'elle m'avait amenées à la première séance, plus rien du tout. Et en fait,
La sauce Thiriot, qu'est-ce que c'est? Pas très compliqué, c'est juste mon petit chemin à moi. Et voilà. En fait, il faut revenir quelques mois en avant par rapport à cette date-là de l'automne 2006 où j'ai eu l'excellent cours sur les membranes de tension réciproque des deux Alain. Alain Auberville qui a fait le cours initial et puis après j'avais eu Alain Nomus en termes de révision sur ces cours-là et on nous présente les techniques de membrane de tension réciproque et donc on nous a présenté les techniques tirées de, je crois que c'était plus ou moins Upledger mais avec les principes de base de Sutherland, hein, on traite, on travaille sur la foule du cerveau, la tente du cervelet, la foule du cervelet, un peu la fosse cérébraleuse et puis l'axe longitudinal. Donc, merci les Alain vous fait découvrir ça parce que moi ça a été une petite révélation en termes thérapeutiques, quelque chose que j'ai senti très très facilement tout de suite, mais une grosse frustration tout de suite. Je me suis dit, mais les membranes de tension réciproque, ça appartient à la dure-mère, mais la dure-mère, c'est pas que les membranes de tension réciproque. Et ce serait peut-être bien d'aller un petit peu plus loin. Avant d'avoir le cœur net et savoir un petit peu ce que pensaient aussi les autres ostéopathes, je suis remonté un petit peu dans le temps et je suis allé visiter les anciens. Donc Steele en premier lieu, qui n'avait pas dit grand-chose sur le système crânio-sacré, si ce n'est des grandes généralités de concepts qui sont tout à fait intéressantes. Mais au niveau technique, c'est plutôt Sutherland qui a développé la chose. Donc j'ai relu un petit peu Sutherland, cherché dans ses confrères du moment, donc Magoun qui avait écrit aussi tout le bouquin sur la thérapie crânio-sacrée. Beryl Arbuckle, qui a fait un gros travail aussi en pédiatrie, c'était une dame de cette époque-là. Viola Freeman, dont on a tous entendu parler, notamment les sympathiques techniques sur les sinus veineux. Et là, je retrouvais à chaque fois que du travail et une présentation sur la faute du cerveau, tente du cervelet, l'axe longitudinal. Ma frustration commençait à vraiment s'ancrer complètement. Et en allant chercher sur des ostéopathes plus récents, donc Upledger, Pierre Tricot aussi, dans ses livres, et puis d'autres, Sergeyev, Ulmin aussi, qui a écrit des choses très intéressantes sur le système crânio-sacré, j'ai retrouvé encore surtout, on parlait surtout de la faute du cerveau, la tente du cervelet et l'axe longitudinal. Et moi, je me suis dit, de nouveau, je me disais, comment ça se fait qu'on ne va pas aller chercher un petit peu plus loin? Donc je suis reparti de l'anatomie, comme le dit Steele, vous le voyez en bas, j'ai repris dans son bouquin de philosophie d'ostéopathie, l'important, c'est l'anatomie. Donc on voit à gauche les membranes de tension réciproque classiques, hein, qui ont été décrites par Sutherland, mais la dure-mère, qui font partie de la dure-mère. Mais la dure-mère, c'est aussi donc toute une voûte. Ici, on a enlevé juste l'os, et puis là, elle est soulevée. J'ai mis ces petites photos, on voit bien qu'au niveau tissulaire, il y a quand même de la surface, quoi. Donc là, on a toute la tapisserie de la boîte crânienne. Et puis au niveau de la base, on a aussi toute une moquette, la base du crâne, au niveau des étages antérieurs, l'étage moyen et tout l'étage postérieur. Aussi toute une chape, donc une moquette qui va recouvrir cette base du crâne. Donc ça, c'est aussi de la dure-mère dans le prolongement du reste. Et puis en allant fouiller un petit peu plus dans l'anatomie, on vous en parle déjà ici, mais dans l'anatomie, on se retrouve avec, au niveau anatomique, des insertions très importantes au niveau du trou occipital, formé de Magdon, au niveau de C2, au niveau de S2 et au niveau du coccyx. Et moi, fort de toute cette petite reprise anatomique et d'être allé chercher chez les anciens et pas avoir trouvé ce qui me convenait, je me suis dit, il faut faire quelque chose et il faut essayer de faire pourquoi pas, essayer de faire un protocole où on va prendre un petit peu plus en charge que au-delà de la faute du cerveau, la tente du cerveau. Donc, je me suis assis à mon bureau, j'ai pris un crâne, j'ai pris un papier, j'ai pris un stylo et j'ai écrit en haut « cahier des charges ». C'est très à la mode, cahier des charges. Et dans mon cahier des charges, je me suis imposé deux choses. La première, c'était de trouver un moyen de traiter toute la voûte, les fibres médiales, les fibres latérales, toute la base, la base antérieure, la base moyenne, la base postérieure, la tente de l'hypophyse, la tente du cervelet, et ça dans la dimension tension et fibres antéro-postérieures et fibres transversales. Ensuite, toute la faux, la reprendre, la faux du cerveau, faux du cervelet, et après, au niveau, comme la photo qu'on avait avant, au niveau de trouver un moyen de traiter, de C0 à C2, puis après de C2 à S2, et de S2 au coccyx. Après, dans les dimensions aussi latérales, les fibres antérieures, au niveau de l'axe. Et la deuxième figure imposée, c'était de le faire en minimum de position, pour une position des mains sur le crâne du patient, pour le confort de tout le monde. Donc du coup, j'ai pondu un petit truc en peu de temps, parce que j'étais bien motivé, et en même pas une semaine, il était fait le temps, voilà, un petit peu le soir, un petit peu de temps en temps, et même pas une semaine, il était fait, et j'ai pondu mon petit déroulé protocolaire, qui a été mon mémoire d'ailleurs derrière, qui a servi de base pour certains parmi vous, donc, et qui sont même en date, là, Agnès et Émilie, avec qui on va travailler sur cette structure-là, donc là, ça fait plaisir aussi.
Et donc de mettre en place ce déroulé, donc j'ai mis en place ce déroulé protocolaire, et je me suis dit, ben après, il faut l'appliquer, il faut se mettre dans les mains. Et là, c'était du temps où j'étais encore kiné. Je travaillais en kiné le matin les domiciles, l'après-midi en cabinet, et en cabinet, je prenais les gens à la demi-heure. Et donc, les gens me connaissaient déjà bien, ils m'avaient confiance, ceux qui revenaient au cabinet, ils savaient comment je travaillais déjà, donc comme manuel, enfin bon, peu importe. Mais surtout, ils n'avaient pas de problème pour que tout de suite je leur propose, je leur dise, bon écoutez, on va faire un petit travail à partir du crâne, ça ne vous pose pas de problème, non, non, pas de problème, faites, etc. Et là, sur les 12 à 15 patients que je pouvais avoir dans l'après-midi, mais au début, il y en avait 6, 7, 8 qui passaient à la moulinette. Hein. Moi, l'objectif, c'était de me le mettre dans les mains. Fatalement, ça a été très très rapide de me mettre dans les mains. Et du coup, derrière, comme j'avais dans ma patientèle des gens qui avaient des problèmes neuro, des problèmes rhumato, divers et variés, etc., et que je me suis complètement open pour traiter de tout venant, du trauma récent, du trauma ancien, des gamins, des femmes qui avaient accouché depuis longtemps, avec une péridurale, une rachianesthésie, pardon, ou une péridurale. Bon, et j'ai constaté qu'il y avait plein de choses, en faisant que ça, qui s'amélioraient chez les gens. Je n'avais pas découvert grand-chose, puisque les moments de tension réciproque, c'était déjà, déjà bien efficace. Mais ce que j'ai constaté, c'est que bien souvent, pas bien souvent, mais assez souvent, je trouvais des dysfonctions, des problématiques à traiter, autre part que sur la faux et la tente du cervelet, ou sur l'axe longitudinal, en étant plus précis que sur un endroit, et pas sur tout l'axe, par exemple. Et là, ça me fait revenir au cas de Léa, parce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure pourquoi elle était venue et avec quoi est-ce que j'ai traité, à la sauce Thériault, puisque là, je vous ai présenté ma petite sauce au niveau durmérien. En fait, Léa, à l'âge de 4 ans, était tombée très fortement du trotteur et avait tapé très fortement en plein champ du pariétal, à l'âge de 4 ans, en plein milieu, donc pas du tout sur les sutures. Ils étaient en train de se finir de travailler, mais pas vraiment sur les sutures, et pas au niveau de la faux, ni sur le côté au niveau de l'insertion de la tente du cervelet, mais en plein champ du pariétal. Et en fait, elle avait une grosse tension, donc elle avait fini quand même à l'hôpital, avec vomissement le soir même, pseudo-perte de connaissance, enfin, un bon choc, quoi, qu'elle avait bien souvenu, elle avait bien récupéré derrière. Mais par contre, je lui avais trouvé surtout de la tension là. Et en fait, quand je disais que tout à l'heure, je l'ai traité que sur un niveau, c'était que la durmère, et je me suis amusé à lui faire à ma sauce, comme je viens de vous le présenter, que cette zone-là. Ça a suffi pour libérer, a priori, enfin, pas a priori, donc ça a suffi pour libérer toute sa problématique symptomatique. Ça ne veut pas dire qu'il n'en restait pas. Et derrière ça, dans ma réflexion, je me suis dit, déjà, on peut s'amuser à traiter, j'avais une confirmation qu'on pouvait s'amuser à traiter au-delà de la faux, de la tente du cervelet, mais surtout, elle était bien améliorée et qu'on ne pouvait pas traiter que la faux et la tente du cervelet. Voilà. Et donc, derrière, je continue à mettre en application en cabinet ce travail-là. Et puis, petit à petit, vient une deuxième frustration qui a donné un certain questionnement que je vais vous raconter, que je vais vous lire, parce que je ne l'ai pas appris par cœur quand même, que je vais vous lire, qu'on pourrait imaginer comme une petite discussion de comptoir avec un patient une fois qu'on a pris trois bonnes bières. Et oh, l'ostéo, les méninges, c'est pas que la durmère. Ce sont les pachyméninges, sauf pour faire un peu scientifique quand même, parce qu'on était un peu bourrés. Tu fais quoi de l'arachnoïde et de la pinaire, c'est-à-dire les leptoméninges? Tu peux pas faire quelque chose là-dessus? Ben, je sais pas. Pourquoi? Tu veux faire quoi? Ben, quand tu te cognes la tête et que le cerveau bouge dans le crâne, je l'ai vu à la télé chez Simès et Carambeu, tu penses que pour la leptoméninge, il ne se passe rien, que tu peux rien faire? Ah ouais, tiens, maintenant que tu le dis, effectivement. Quand tu as une méningite aussi, il n'y a que la durmère qui traîne, qui souffre. Ouh là là, mais tu as raison. Et quand tu as un coup de lapin en voiture et que la durmère est très fortement étirée dans la colonne, sur la moelle et ses attaches, tu penses que ça fait quoi? Ouh là là, mais il faut peut-être faire quelque chose. Et en plus, j'ai vu aussi, toujours chez Jackie, chez Adriana et Michel, pardon, que pendant la croissance, ça c'est, je me suis trompé de site, en rédigeant, que pendant la croissance, la moelle épinière se raccourcit. C'est trop fou ça, c'est trop fou. Et ça s'appelle la FTM, monsieur. Ah, d'accord. Alors on fait quoi? Alors vous imaginez, voilà, parce qu'il faut, histoire de rigoler un petit peu, vous imaginez que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, qu'il n'y a pas eu cette petite discussion de comptoir, mais par contre le questionnement était là. Et ce questionnement, il est parti avant tout et surtout de 2 photos et d'un article que j'avais trouvé au moment où je préparais mon mémoire, mais qu'après j'avais laissé de côté et que là j'ai ressorti il y a quelques temps. Les 2 photos, la première c'est celle-ci. Voilà, on voit ici une personne en transparence qui prend un coup sur la tête, un coup sur le frontal, enfin qui tape sur quelque chose, sur un mur, quand on met un coup de boule sur un mur. Et bien sûr, la structure osseuse va être d'un coup net arrêtée, et on le voit bien symbolisé dedans que le cerveau il va aller un petit peu bouger, sans aller jusqu'au trauma où on a effectivement des hémorragies, enfin,
possible parce qu'il y a eu des artères ou des veines qui ont pété, du système veineux. On voit que le cerveau s'est déplacé dedans. Donc, je vous laisse imaginer ce qui se passe aussi au niveau des leptoméninges. Pour ceux qui n'en ont jamais vu encore, les leptoméninges, c'est l'arachnoïde ici, les trabéculations arachnoïdiennes et la pimère qui recouvre et qui est collée au système neurologique. Et donc ça, vous imaginez quand le cerveau va bouger de façon violente dans le crâne sur un choc, l'incidence ici, qui est notamment les trabéculations arachnoïdiennes qui vont être comprimées dans leur tissu d'arrêté, et puis surtout celles de derrière, à partir du haut de la voûte et puis l'arrière, et puis même à la base, qui vont être là, comme les rênes d'un cheval, essayer de retenir le cerveau pour pas qu'il aille trop loin. Il n'ira pas trop loin, il sera bloqué par le frontal. Mais je vous laisse imaginer, moi j'ai imaginé que ces leptoméninges-là, dedans, ça a dû prendre un sacré pet, avec possiblement hémorragie derrière, puisque quand ça va trop loin. Mais en restant dans le fonctionnel, même s'il n'y a pas d'hémorragie derrière, ça a dû quand même méchamment étirer. Je vous laisse imaginer, grâce à ce schéma ici, toutes les conséquences que ça peut avoir quand il y a eu ce genre de choc sur le crâne, au niveau vasculaire, avec tous les systèmes artériels et veineux qui rentrent et qui sortent au niveau du névrax par étirement de la pimère. Éventuellement, c'est pas éventuellement, mais aussi de façon associée, toutes les problématiques qu'on peut avoir sur la résorption. Ici, on a des granulations de Pacchioni qui déversent le LCR, qui permettent d'évacuer le LCR vers le sinus veineux. Donc une tension dessus, eh bien, la petite tuyauterie, elle fonctionne moins bien, donc un problème d'évacuation éventuelle. Donc je vous laisse imaginer tout ce qui peut se passer au niveau physiologique à ce niveau-là. Je ne parle pas aussi des tensions qu'il peut y avoir de la pimère qui est accrochée sur le système neuro. Il est décrit même qu'il y a des synapses qui pètent éventuellement, parce que le système, la masse grise là ici a été étirée aussi avec la pimère, et il y a éventuellement des éléments neurologiques qui peuvent céder. Et la deuxième photo qui me permet d'aller un petit peu plus bas, c'est celle-ci. C'est un peu le même principe. Là, on est sur un coup du lapin, un whiplash. Et là, une personne qui est tapée par l'arrière, dont la tête va partir violemment et très très rapidement vers l'arrière. Par la flèche bleue, on voit le petit mouvement différentiel que va faire vers l'avant, relatif, que va faire le cerveau vers l'avant. Ici, ça comprime, ici, ça étire. Et dans le phénomène du retour du coup du lapin, clac, clac, ici, c'est l'inverse. Ça va étirer ici, au niveau des leptoméninges, et ça va comprimer ici, à ce niveau-là. Et dans ce mouvement-là aussi, je vous laisse imaginer ce qui se passe, on en a déjà parlé en cours de toute manière, c'est la durmère rachidienne qui va être fortement étirée, mais la moelle épinière dans le fourreau durmérien va être lui aussi étiré vers le haut. On ne sait pas, c'est difficile de savoir quel sera le différentiel entre les deux, mais j'ose imaginer que sur les trabéculations arachnoïdiennes qui permettent de maintenir la moelle centrée, plus ces ligaments dentelés qui sont ici, qui la permettent de la maintenir transversalement, je pense qu'il y a un bon étirement qui va se faire. Et on peut descendre comme ça jusqu'à la queue de cheval. Mais on va en parler par la suite de cette queue de cheval, parce que j'ai eu aussi cette réflexion, au-delà des leptoméninges, sur les notions de force de traction médulaire, dont j'ai découvert l'existence, on va dire, grâce à un article, comme je le disais tout à l'heure, quand je faisais mon mémoire. Cet article d'un ostéopathe espagnol, donc M. Mercadal, qui, sur les travaux du chirurgien Ruyo Salvador, a commencé à parler un petit peu des notions de force de traction médulaire. Et donc ces notions de force de traction médulaire, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que pendant la croissance, sous l'influence des hormones de croissance, les tissus mésoblastiques, donc que sont les os, les muscles, etc., et la durmère, vont grandir, vont être surtout très influencés par l'hormone de croissance, et donc vont grandir assez vite. Par contre, les tissus ectoblastiques, donc c'est-à-dire la pimère notamment, et le système neurologique, lui, n'est pas sensible, ou très 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 peu sensible à l'hormone de croissance. Ce qui fait que pendant la croissance, dans l'ontogénèse, in utero à 8 semaines, la moelle sacrée est encore en rapport avec le sacrum osseux, cartilagineux, sacrum osseux, on va dire. Par contre, à 24 semaines in utero, la moelle sacrée est au niveau de S1, et on voit commencer à émerger, à se créer le phylum, ce qu'on appelle le phylum terminalé, qui est en fait un prolongement de pimère qui se laisse étirer, qui s'accroche au coccyx et qui rattache le coccyx au bas de la moelle, et puis commencer à former les racines nerveuses de la queue de cheval. Et puis à la naissance, on est au niveau de L3, et puis à l'âge adulte, du fait qu'on grandit pendant la phase d'adolescence, on est au niveau de L1. Ce qui fait qu'on a une espèce de ascension relative de la moelle épinière, et il y a une tension-traction, traction-tension qui se met en place tout au long de la croissance, qui est tout à fait physiologique, mais qui peut poser problème s'il y a des soucis dessus. Et le docteur Ruyo Salvador avait travaillé là-dessus, sur un volet plus médical dont je vous parlais en premier,
c'est que ce monsieur, il avait, sans rentrer dans le détail sur les pathologies qu'il rencontrait, donc il travaillait beaucoup avec sur des problématiques de syringomyélie. Donc c'est un problème neuro au niveau de la moelle épinière avec des petites lacunes de liquide sphléro-rachidien, sur une hypertension. Enfin, je crois que l'éthiopathologie n'est pas hyper connue. Et associé, donc ces problèmes de syringomyélie associés à des scolioses idiopathiques, et associé éventuellement avec ce qu'on appelle des syndromes d'Arnold-Chiari, qui est une espèce de syndrome d'engagement, c'est parce qu'il y a trop de tension, et puis il y a le cervelet qui commence un peu à s'engager avec le haut du tronc cérébral dans le trou occipital. Et en fait, ce chirurgien-là, ce neurochirurgien espagnol, avait constaté que toutes ces personnes qui portaient au moins une des trois, mais souvent les trois associés, dans plus de 80% des cas, il avait constaté qu'il y avait un cône médulaire qui était bas, qui était au moins au niveau de L2, voire plus bas. Donc il s'est dit, ben, ni une des deux, ça tracte en dessous, hein, Coco, ça tracte en dessous, donc ça reste en bas, ça se met en tension, et puis on va déclencher une pathologie tôt ou tard par rapport à cette hypertension. Et lui, dans son idée, ça a été, et je crois que c'est le seul, au moins en Espagne à le faire, en Europe, je ne crois pas qu'il le fasse en France, il a eu l'idée d'essayer de gérer cette problématique-là, après on voit jusqu'où ça va, en faisant une intervention chirurgicale où il fait une petite fenêtre sacrée au niveau du sacrum, il va aller chercher au milieu de la queue de cheval, à travers la durnaire, au milieu de la queue de cheval, chercher le filum terminale et le coupe. Allez voir sur internet, j'en ai trouvé, section du filum terminale, c'est hallucinant, il le trouve, il cautérise un peu pour pas que ça saigne, et clac, il le coupe, et au moment où il le coupe, mais comme une corde de guitare, plam, il y a tout qui part, on ne voit plus rien, parce que la fenêtre, elle est toute petite, hein, au niveau du sacrum, c'est très grossi, mais elle part tout de suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière, il avait constaté qu'au niveau de la symptomatologie, le problème médical n'était pas réglé, mais au moins au niveau de la symptomatologie, de la syringomyélie, donc tous les problèmes neuro qu'il pouvait y avoir sur les nerfs crâniens ou en périphérie, étaient déjà un peu améliorés. Dans la notion mécanique et douloureuse et même visuelle, les scolioses idiopathiques étaient aussi éventuellement améliorées, et le syndrome d'Arnold-Chiari était un peu diminué, parce qu'il y avait moins de tension en bas. Il y avait d'autres soucis je ne suis pas médecin, mais il y a d'autres soucis, je crois, qui peuvent se rajouter à ça derrière. Après, cette technique, c'est pour ça qu'il n'y a que lui qui le fait, il prend le risque de le faire. Bon, je vous l'ai dit que, sur ce point de vue médical, il arrivait à améliorer les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il opérait, il avait constaté une chose qui peut remettre un petit peu en doute notre façon de voir, nous, en ostéo, depuis Sutherland, c'est que même quand il n'y avait pas une hypertension, que ce n'était pas un cas très grave, mais qu'il avait décidé quand même de faire son intervention chirurgicale, avant de sectionner le filum terminale, il s'est aperçu qu'au niveau des racines de la queue de cheval et au niveau même de la durmère, c'était détendu. Et au moment où il sectionnait, tchac, la durmère se remettait un petit peu plus en tension et les racines de la queue de cheval aussi. Et là où je dis que c'est intéressant parce que ça pose question, et je pense à M. Mercadal qui a fait cet article en lien avec ça, c'est que le docteur Oriol Salvador disait que derrière, que de façon physiologique, pendant la croissance, il se posait la question de savoir si ce n'était pas plus les tensions médulaires associées bien sûr au filum terminale qui étaient plus impliquées que la durmère. Et je le rappelle, la durmère qui est sous influence hormonale et pas le système neuro, sous influence hormonale comme les os, donc elle va suivre les os. Donc il se posait la question, est-ce que c'est pas plus la durmère avec le filum terminale qui va créer une surtension quand il y a un problème, ou qui, même si c'est physiologique, qui va créer les courbures physiologiques de la colonne. C'est la question qui s'est posée. Voilà, c'est intéressant. Et derrière, moi, je me suis dit, bon, on est dans du traumatique, enfin du médical avec du chirurgical derrière. On peut peut-être travailler dessus, nous en ostéo, pourquoi pas. Commencer à mouliner dans ma tête, me dire comment on peut imaginer quelque chose pour travailler là-dessus, mais surtout comment on peut essayer de trouver des solutions quand on est dans du fonctionnel et non pas du chirurgical, médical, comme après l'intervention du docteur Le Salvador sur des patients. Et je me suis dit, sur quoi on peut retrouver... Alors, petite précision, quand j'ai cherché sur les problématiques de force de traction médulaire, c'est surtout les vétérinaires qui en parlent, et très très peu en ostéopathie humaine. Surtout les vétérinaires. Sur les sites, on trouve que, il y a Patrick Chen qui est un vétérinaire ostéopathe humain aussi, qui a un site et qui fait des formations, je crois, dessus. Alors, je ne sais pas quel est le contenu. Il y a Croabi aussi qui en fait un peu. Pierre Tricot, j'avais trouvé une technique, mais qu'ils utilisent sur les animaux, en technique tissulaire de Pierre Tricot. Mais donc c'est très utilisé sur les animaux, et surtout à partir du sacrum, parce que eux, en fait, ils se sont rendus compte que c'était assez fréquent, et de plus en plus fréquent sur les animaux, les chiens et les chats, parce ils ont une alimentation qui est hyper protéinée, beaucoup plus qu'avant, et surtout on rajoute un peu des trucs dedans, et pour peu que la vache elle ait été piquée aussi aux hormones de croissance, mais ils le retrouvent dans la gamelle, et du coup ils se sont rendus compte que les chiens et les chats, etc., ils grandissent beaucoup plus vite qu'avant. Surtout les chiens de race qui sont un peu volumineux.
Et ils expliquent qu'avec ça, les tensions et les problématiques qui se retrouvent, qu'ils étiquettent comme force de traction médulaire sur les chiens, les chats, etc., et qui ont le sacrum qui est tout rentré, la queue qui est tout rentrée, et les chiens qui marchent avec le cul rentré et pas sur leurs pattes. Il y a les vieux bergers allemands qui marchent comme ça, mais même chez des enfants, chez des chiots jeunes. Donc du coup, moi je me suis dit, c'est peut-être bien d'essayer de trouver des solutions quand il y a des tensions anormales. Donc là je viens de le dire, pendant la croissance, même chez l'humain, on pourrait éventuellement trouver des problèmes de mise en tension parce que ça pousse trop vite, et notamment dans les cas, et ça j'ai 2 petits patients que je suis au cabinet, dans les cas d'enfants qui sont trop petits, qu'on a mis sous hormones de croissance. Ça, je pense que ça peut être un facteur au moins de douleur dans la colonne. Pour les traumas, un coup du lapin par exemple, on l'a vu un petit peu tout à l'heure dans la physio. Au niveau chimique, je rebondirai après dessus, je vous donne le détail maintenant, mais au niveau chimique, voilà, c'est ma petite expérience, mais quand on fait une péridurale, une rachynesthésie par contre, qu'on va injecter un produit isobar ou hyperbar dans le liquide sphalorachidien pour endormir et faire ce bloc moteur sensitif et orthopara, je pense que j'ai posé la question à des anesthésistes, j'aurais posé la question, ouais non, ouais, la toxicité, qu'est-ce que t'en penses? Ouais non, c'est vite évacué, le produit, machin, etc. Et puis sur l'agression sur les tissus, non, mais c'est bon, ça va quoi. Moi, je pense que ça fout la merde, hein, au niveau tissulaire, parce que ça va traverser la pimaire fatalement, ça va agresser le tissu neurologique, et ça peut créer une tension sur toute la moelle sacrée, l'ombo sacré, selon où on fait le bloc, et puis surtout la queue de cheval. Au niveau médical aussi, la pimaire, l'arachnoïde et la pimaire sont 2 structures qui font partie des méninges. Quand on a une méningite par exemple, je pense que ça peut se mettre en tension. C'était toute l'idée. Une surtraction, une surtension, en restant dans le physiologique, dans le fonctionnel, pardon, une surtraction, une surtension, qui vont perturber au niveau mécanique, donc donner des douleurs, éventuellement des déformations, et puis peuvent perturber aussi le message neurologique. Et ça, je mets en petit mémo là, les expériences de M. Yamada qu'il a fait sur des chats. C'est un monsieur qui a mis 2 électrodes, qui a pris un chat, qu'il a un peu immobilisé sur une table, hein, et puis il a mis 2 électrodes au niveau de la moelle épinière pour enregistrer comment passer les messages nerveux aller-retour. Il a enregistré à vide, si je puis dire, et puis après, il a ouvert, il a fait sa petite fenêtre sacrée, il a commencé à tirer sur le filum terminale, et puis au bout de quelques grammes, ben, le message commençait à passer moins bien, et puis quand il a tiré de quelques dizaines de grammes, mais maximum, il n'y avait plus de message qui passait. Alors ce qui était intéressant, quand j'ai lu cet article-là, je me suis dit, mais je retrouve le patient qui a eu son bon coup du lapin, plam, qui me dit, je lui dis comment ça s'est passé, ce trauma, comment on l'avait vécu, machin, etc., et qui vous disent derrière, mais putain, pendant 10 secondes, j'ai pas vu la lumière, quoi. Ben ouais, on avait coupé le courant. Ben oui, après c'est revenu, parce que heureusement qu'on a une capacité d'autorégénération tout de suite, mais on a coupé le courant. Est-ce que c'est pas une solution, une possibilité d'explication? Ben, le courant a été coupé, donc la physiologie a été perturbée, au moins temporairement. Et ce qui est intéressant sur ces gens-là, c'est d'aller enquêter derrière et de savoir comment ils ont vécu, alors, entre guillemets, neurologie derrière, en posant nos questions bien ciblées, mais est-ce que vous pissez différemment d'avant? Ah ouais, j'ai plus de mal depuis. Eh ben ouais, la durée a été étirée, et puis le plexus sacré, il n'a pas aimé, le parasympathique qui commande le dôme vésical, ben, il a un peu de mal maintenant. Voilà, on peut faire tous ces chemins neurologiques pour essayer d'enquêter pour les patients les conséquences sur le système neurologique à distance, dans l'espace et dans le temps. Et donc derrière, je me suis dit, bon ben voilà, que ça tienne, je me suis mis à mon bureau. Cette fois, j'ai pas pris un crâne, mais j'ai pris un cerveau, un stylo, un papier, et je me suis dit, cahier des charges, 2e fois. Et je me suis dit là, il faut pareil, 2 figures imposées. La première, arriver à trouver un moyen de traiter toutes les leptoméninges, et avec le minimum de positions possibles des mains sur le crâne. Là, à 4 positions, on y arrive. Traiter la voûte, les leptoméninges devant, on a vu tout à l'heure comment elles peuvent se mettre en dysfonction, toute la voûte, hein, devant, derrière, au-dessus. Les fibres interhémisphériques, donc on va trouver qu'ils vont rattacher à la faute du cerveau, le cerveau vers le milieu. La base, les 3 étages, antérieur, moyen, postérieur. Une zone un petit peu plus particulière, vraiment sous l'hypothalamus, où là, je vous le donne en mille, on a quand même un petit peu de neuro qui passe, on a beaucoup de vasculaire, surtout le sinus caverneux et un petit peu du pas très important, mais un petit peu quand même de l'artériel. C'est peut-être pas inintéressant de travailler sur cette zone-là, de la désengager s'il y a eu une compression vers le bas et une rétraction des fibres à ce niveau-là. Le cervelet, sous ces trois phases, la relation avec la tente du cervelet au-dessus, la fosse cérébelleuse avec son copain en face par l'intermédiaire de la faute du cervelet. Et ensuite, pour finir sur le crâne, travailler au niveau de la base du crâne, c'est-à-dire à ce niveau, base du tronc cérébral, pardon, à ce niveau-là, pour essayer de détirer toutes les fibres qui auraient pu être sur un choc antérieur. Ici, ça se plaque, hein, ou sur un whiplash, ça part en arrière. Ici, les fibres elles peuvent souffrir en termes d'étirement, une tissularité qui peut être perturbée. Je
pudonamie, hein, qu'est-ce qui passe là-dessous aussi, qu'on peut libérer au niveau artério-veineux aussi. Et puis il y a tous les nerfs crâniens qui passent par là, pas loin. Ce travail-là. Et à partir du tronc cérébral, de descendre dans la colonne pour aller étirer. Alors ça, j'aime beaucoup ce schéma-là. Je l'ai trouvé sur un article documentant sur les rachianesthésies. Ça m'a servi de bonne base pour réfléchir. Et donc d'étirer à partir de là-haut, étirer donc sur les trabéculations qu'on va trouver, on les a un petit peu visualisées tout à l'heure, mais là, ils ne sont pas toutes, mais il y en a en avant, en arrière, il faut imaginer qu'il y en a sur les côtés aussi. Et les ligaments dentelés, qui sont ici, qui vont rattacher la moelle transversalement à la face interne de l'arachnoïde et de la dure mère. Travailler sur la notion de FTM, c'est-à-dire la tension intrinsèque qui va avoir dans le tissu médulaire. Il faut imaginer que ça, dans un whiplash, eh bien, les cordons antérieurs, moyens et postérieurs, et latéraux et postérieurs, eh bien, c'est des cordes, c'est des axones. Est-ce qu'ils n'ont pas été un petit peu aussi étirés et dans une tissularité gênée, au-delà du chimique dont on a vu tout à l'heure, quand on fait un bloc moteur sensitif, etc. Les racines, en descendant un petit peu plus bas, les racines nerveuses de la queue de cheval. Grosso modo, pour ceux qui n'ont pas encore vu en anat, mais je pense que tout le monde oui, mais grosso modo, à partir des dorsales moyennes, chaque racine commence à avoir une partie de son trajet qui se fait en intra rachidien avec une portion verticale, et la queue de cheval c'est quasiment tout vertical, puis après ça sort pour faire le sciatique. Donc ces racines de la queue de cheval, au moins dans la portion verticale jusqu'au trou de conjugaison, on peut aller plus loin, les travailler avec ce moyen-là, c'est peut-être possible, et surtout les phylums terminales. Bon voilà, j'ai mis en place ce déroulé protocolaire, et puis ben, il a bien fallu aussi, comme au cabinet avec les dures mères, me le mettre dans les mains. Mais à la maternité, pour vous planter le décor, c'est un endroit où les mamans accouchent, ça tout le monde le sait. Pour celles qui ont déjà accouché, on est quand même à peu près pas mal bien en vrac, hein, après l'accouchement. Donc et là, nous, on nous fait des prescriptions, c'est des sages-femmes, et on travaille avec des mamans là, qui a J+1, J+2, J+3. Donc c'est en vrac de chez vrac, quand elles vont au cabinet, elles sont déjà J7, 8, 9, et le temps qu'elles prennent rendez-vous qu'elles viennent, elles sont déjà quand même un peu mieux. Là, elles sont vraiment chiffons pour certains. Et je me suis amusé à tester, donc quand je testais les patientes, surtout qui, après une rachianesthésie péridurale, parce que c'est quand même 80% de l'ensemble, mais même sans, souvent symptomatologie lombaire, éventuellement cervicale, surtout sur l'axe, avec un peu d'irradiation dans les fesses, un peu dans le ventre. Et je me suis amusé, vous donner juste un exemple, comment je travaille certaines patientes, donc, et c'est des patientes, moi personnellement, je cible le plus possible, c'est une très très bonne école pour ça, qui m'a aidé en cabinet, je cible ce qui est le plus évident à faire pour la dame maintenant, et faire que ça. Donc en test et en traitement, ça peut aller très vite. En 20 minutes, c'est fait, hein, je peux être sorti de la chambre, et le test traitement, ça a duré 7 minutes. Hein. Tout le reste, c'est blablabla, on discute, etc. Je m'éclate aussi à faire ça, parce que c'est super intéressant de discuter avec elle. Je peux pas le dire. Donc à la maternité, et donc pour vous donner juste un exemple, une maman qui venait d'accoucher donc par voie basse, déclenchement autocycle, sans problème, par voie basse, péridurale quand même, on injecte le produit autour de la dure mère, donc déjà ça va faire quand même, ça va endormir un peu, ça va agresser la dure mère. Mais au-delà de ça, dans mon interrogatoire, cette maman, je enquête toujours un petit peu pour savoir s'il y a eu des grosses chirurgies, des gros médicats ou des gros traumas. Et elle me dit, non, rien de particulier, etc. Par contre, j'ai accouché il y a 3 ans, d'un autre bébé, mais par césarienne programmée. Donc du coup, là, on lui a fait une rachianesthésie, puisque c'était programmé. Quand c'est pas programmé, souvent c'est une péridurale, on injecte encore un peu plus, et puis ça endort bien, puis on peut opérer. Et là, par contre, rachianesthésie, donc injection dans l'espace sous-arachnoïdien. Et du coup, cette dame, je la teste et je lui trouve un petit peu de membrane et beaucoup de tension médulaire. Racine de la queue de cheval. Mais je fais que ça. Et ce qui est rigolo, je m'amuse à le faire en cabinet, c'est que les gens, surtout encore plus à la maternité, c'est que la personne, je leur demande très souvent, dès que j'ai fait un petit truc, sur des mamans qui sont hyperalgiques ou qui sont surtout bien au fond du trou, je leur fais juste un petit truc, je les fais se lever, je les fais marcher. Et j'analyse leur ressenti, ce que je vois moi, comment elle marche, etc. Et puis là, cette dame-là en particulier, il y en a d'autres aussi, c'est pas toutes, loin de là, mais qui me dit immédiatement, ah, là ça respire, ouais, j'ai fait tester 2-3 fois, ça soit à ce là, non mais mécaniquement, madame, ça donne quoi? Voilà, la douleur, ça a bien diminué, non mais mécaniquement, voilà, non mais c'est mieux mécaniquement, puis là je bouge bien, puis je sens que je marche plus en canard, je marche normalement, etc. Là en général, pour cette patiente-là en particulier, là je n'ai rien fait de plus, hein. J'ai fait juste ça, étirement, moelle lombo-sacrée, et surtout, phylum terminalé et racine nerveuse de la queue de cheval. Assez intéressant et répercuté en cabinet, c'est très intéressant, et même 10 ans après sur une femme qui a accouché par césarienne avec une péridurale, ou des gens opérés du genou avec une péridurale. C'est très intéressant parce qu'on trouve beaucoup de solutions. Et je vous conte aussi l'histoire de mon petit charpentier de marine qui va vous aider, on va réfléchir ensemble, enfin, je vais vous faire réfléchir. Ce monsieur qui vient au cabinet avec une entorse de genou, 28 ans, une entorse de genou légère,
qui se fait au futsal. Et il m'explique que quand il a fait son mouvement, il n'y a pas eu de choc avec un autre joueur, il n'est pas tombé, il n'a pas le pied qui est parti en sucette ou sur le ballon, etc. Il a choqué nulle part, c'est juste sur un appui pour éviter son vis-à-vis. Il a le genou qui a fait gauche-droite ou droite-gauche, je ne sais plus, clac-clac. Il sent que ça tire, petite entorse, il suspecte un truc qui ne s'est pas bien passé, ça a fait un peu mal tout de suite. Il arrête le foot, le soir, genou un peu patate, ça gonfle, etc. Et comme c'était un charpentier de marine, il est en freelance, enfin, c'est-à-dire il travaille en indépendant, mais il a continué à travailler, donc tant bien que mal, il a continué, c'était vivable. Ça pour dire que c'était faisable et vivable. D'accord. Il vient en cabinet 10 jours après, et il me raconte tout ça, il me dit ça très bien, et puis je lui demande, au niveau médical, traumatique, chirurgical, tout ça, rien d'autre. Il dit, bonne maison, ça va pas être compliqué, on va faire le genou, et puis basta. Non, je rigole, je teste quand même de la tête aux pieds. Et justement, en le testant, je trouve bien sûr tout le membre inférieur en problématique, surtout le genou, du plus profond au plus superficiel, un peu d'intra-osseux qui se mettait en place, de l'articulaire plus, du ligamentaire, du capsulaire, enfin tout, avec des montées, des descentes au niveau musculaire qui commençaient à compenser tout ça, parce que il boitillait quand même un peu, c'était pas top, un peu gonflé. Un iliaque qui commençait à être en dysfonction, je pensais secondaire, une charnière dorso-lombaire, une bonne dorsale un peu plus haut, au niveau viscéral, rien, et puis au niveau crânio-sacré, je le teste, je lui trouve un petit peu de durmère, surtout au niveau lombaire. Il m'avait dit dans l'interrogatoire que de temps en temps, il a un peu mal au bas du dos, à la fin de journée, quand il travaillait contorsionné dans les bateaux. Et je lui trouve, au niveau du bas de la moelle épinière, plutôt côté droit, lombo-sacré et les racines de la queue de cheval à droite, en tension. Et là, dans la réflexion à laquelle je veux vous amener, je me suis dit, il y a deux solutions. Soit il avait déjà ça avant, en termes de tension sur les racines, et ça perturbait sa neurologie vers le membre inférieur. Neurosensitif, proprioceptif. Et là, je rejoins l'excellent Philippe Vette, quand il a dit dans sa conférence l'an dernier, en 2017, que est-ce qu'il posait la question de savoir si les traumatismes, je rebondis parce que c'est arrivé, hein, je n'avais pas prévu, sur est-ce que les traumatismes sont tous le fait du hasard? Philippe l'an dernier disait dans sa conférence que le skieur en fin de journée qui est un petit peu fatigué, qui a un problème de vigilance, et ben boum, c'est là qu'il va se viander, tomber. Par contre, là, moi, dans la même dynamique, je me suis dit, mais est-ce que ce monsieur, puisqu'il n'y a pas eu de choc, il n'y a pas eu de truc, rien du tout, est-ce qu'il n'avait pas un problème proprioceptif qu'il ne percevait pas, certes, conscientisé, mais sur sa jambe, qui fait que ça a lâché parce qu'il y avait déjà des tensions au niveau du système médulaire, racinaire. Première possibilité. Deuxième possibilité, soit c'est l'inverse. Ici, il y a un traumatisme, il y a tout plein de travail qui se fait au niveau proprioceptif, au niveau tension musculaire, au niveau moteur, au niveau sensitif, au niveau neurovégétatif, et du coup, ça mitraille, au moins jusqu'à la zone médulaire correspondante, donc tous les métamères lombo, sacré, sciatique, rural, et derrière, le neuro, il commence au niveau tissulaire à se mettre en tension, parce que ça mitraille. On rejoint là les éléments de facilitation d'Irvine Corr, décrits par Irvine Corr, et après, je me suis dit, ça peut peut-être monter plus haut, mais là, il venait 10 jours après, donc c'était que là. Cette possibilité était dans ma tête à ce moment-là, donc la première, c'est soit avant, soit c'était après, ou alors peut-être un peu des deux. Et je me suis dit, pour en avoir le cœur net, ce que je vais faire, ce monsieur, hein, il est arrivé, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait exprès de vous le dire, bonne maison, je vais lui faire juste le genou. J'ai pris le truc à l'envers. Je lui ai fait d'abord la moelle. Et avant, je lui ai bien retesté le genou, je lui ai bien fait retester lui en marchant pour qu'il mentalise bien comment ça bougeait au niveau de son genou. Je le fais rallonger, et puis je lui traite à ma sauce, leptoméninge, machin, etc. Ce que je trouve, et surtout en bas, au niveau médulaire. Et puis, avant de le faire relever, je retourne au genou. Dans mes mains, la tissularité avait un peu changé. Et surtout, parce que le plus important c'est ça, c'est parce que je sens moi, si pour le traiter, mais après, c'est comment il est lui. Je le fais tester, je ne vais pas toucher le genou encore. Et bien c'était commencé à améliorer. Est-ce que j'avais enlevé du secondaire ou est-ce que c'était primaire? Peu importe, toujours est-il que j'avais mon lien. Très bien, c'est pour m'amuser, j'ai fait ça. Derrière, je lui ai demandé de bien remémoriser comment ça se passait là-haut. Je l'ai fait rallonger, j'ai retesté médulaire, ça avait encore lâché parce qu'il avait, je pense parce qu'il avait mécanisé dessus. Je lui fais le genou à tous les niveaux, articulaire, facial, machin, harmoniser un peu du musculaire, voilà, un petit peu d'intra-osseux, enfin j'essaie d'harmoniser au maximum, mais que localement au niveau du genou. Et avant de le faire se lever, je retourne à la tête, je retrape, ça avait encore lâché au niveau, il en restait un, mais ça avait encore lâché au niveau médulaire, au niveau des racines. Je le fais de nouveau tester, en marche, en bipédie. Cette fois, lui, là, localement, on avait bien travaillé, donc là, il sentait encore une différence nette, au niveau d'amélioration mécanique et tout, il commence à faire des flexions, bouge, etc. Très bien.
Et puis je le fais rallonger, je le reteste en haut et en bas, donc tout était encore amélioré, et puis j'ai fait la navette comme ça entre les deux fois encore, un petit peu en haut, puis un petit peu en bas, ce que je trouvais, je le faisais tester un petit peu en haut, un petit peu en bas, j'ai dû le faire 3 fois au total, et puis j'ai laissé comme ça. Je lui ai dit, ben, on verra ce que ça donne. Tout le reste, j'avais pas retrouvé grand chose ailleurs non plus, hein, donc pas besoin de faire plus. Et j'ai revu 10 jours après, le hasard, il est venu avec son épouse et son bébé, parce que je l'avais rencontré à l'hôpital, hein, j'avais traité son bébé à l'hôpital, donc ils sont venus avec la maman et le bébé, puis je lui ai demandé ben, comment ça va, 10 jours après, ou 15 jours, je ne sais plus. Il m'a dit, bah, ça va beaucoup mieux, etc. J'ai juste, quand je suis en charge, que je me mets à genoux, je sens derrière, au niveau du croqueté, que ça... Est-ce que ça continue d'évoluer jour après jour? Il me dit, ouais, je sens que ça diminue, surtout dans son boulot, lui, mais souvent, il sentait que jour après jour, c'était pas flagrant, mais ça s'améliorait quand même. Je lui ai dit, écoutez, on touche rien, vous m'appelez si dans 15 jours, 3 semaines, il y a encore quelque chose. J'ai pas de nouvelles depuis. Donc, j'ose espérer que ça suffit pour lui. Donc, tout ça pour dire que ces techniques-là, voilà, mis ça en place, je trouve ça très intéressant, je travaille de plus en plus à ces niveaux-là en cabinet, dans l'assistance, il y a quelques patients qui en profitent, ben, on sent la différence moi dans les mains, et puis ça me permet aussi quand on a des personnes qui peuvent le mentaliser plus facilement, de bien sentir la différence, qu'on travaille sur une dure-mère, qu'on travaille sur une moelle, c'est pas la même chose, et on sent la différence quand on est patient aussi, on me l'a fait aussi. Donc on sent vraiment la différence. Et puis un jour, pour aller encore un petit peu plus profond, puisque là je vous ai dit qu'on se ramenait dans les liquides, dans les abysses, au détour d'un test sur ces leptoméninges, voilà, grâce à Monsieur X, merci Monsieur X, je ne sais plus son nom, mais peu importe, je finissais ma mise en place de mon déroulé de test, et puis je finissais au niveau du crâne, MRP, machin, etc., membrane, et puis je descends sur le niveau pour aller tester les leptoméninges, plutôt en direct. Hein. Donc je descends focalisant sur le cerveau, et puis j'ai essayé de tester avant, arrière, machin, dans tous les sens, là, pour tester justement cette travéculation, parce que ce monsieur, il est venu, il avait tapé le coup de boule sur un mur. Et là, d'un coup, je sens son cerveau qui part en avant, en fait dans le sens de la dysfonction, enfin du choc dont il m'avait parlé. Et ce cerveau qui part en avant, comme s'il allait buter à l'arrière du frontal, et là j'ai eu la sensation de la boule liquidienne qui se provenait dans du liquide. Imaginez un ballon de baudruche qui est plein d'eau, je vous rappelle, le cerveau c'est 75 à 80% de flotte, donc une boule d'eau avec juste une petite peau autour, le ballon de baudruche, ben, c'est la primaire, et puis dans un milieu aquatique, qui n'est pas épais certes, mais qui va bouger quand même dedans, sensation de boule liquidienne dans le liquide. Et en même temps, ce monsieur, son cerveau faisait une espèce de petite bascule antérieure, donc je suspectais que ça commençait un peu à tirer dans le médulaire, parce que c'était parti, il avait tapé comme ça, le cerveau dedans avait fait cette petite bascule. Et il me dit en même temps, ah ben là, ça commence à me tirer, au moment où ça partait vers l'avant, ça commence à me tirer dans les lombaires, comme le motif qui m'a mené. Bonne maison, je me suis dit, on va attendre le stick point, puis ça relâche, très bien, je me remets au niveau, 2-3 cycles comme ça, je trouve plus de cycles, très bien, je le fais remarcher, on avait une nette amélioration. Mais surtout, ça m'a mené donc, dans le côté liquidien, mais dans le sens du trauma, c'est-à-dire que là le cerveau est parti dans ce sens-là vers l'avant, mais le choc venait d'en face, donc une espèce d'opposition des traumas. Mais pour aller un petit peu plus loin, et là je me suis resservi, merci Sophie, c'est dommage qu'elle ne soit pas là, mais vous le direz pour moi, parce que je me rappelle de Sophie, qui nous avait lâché une bombe à retardement, au moment où j'étais en clinique, donc en 2004, 5 ou 6, quand j'étais en 4e et 5e année, qui nous avait dit, ouais, mais sur les patients, des fois, vous pouvez vous amuser à faire un peu dans les couloirs, vous avez dit ça, ouais, mettez une main, l'onde liquidienne, traverse le crâne, qu'est-ce qu'elle me dit, bon, pas grave, je le mets dans un coin de ma tête, et on le ressortira un jour ou l'autre. Ben là, je l'ai ressorti, donc, merci Sophie, et donc, ensuite, je me suis dit, il faut essayer d'extrapoler vers ces ondes liquidiennes, mais dans l'autre sens. Alors, on a trouvé ce liquide dans le liquide qui fait que le cerveau partira loin, et on peut le déprogrammer ça, mais après, l'onde de choc dans l'autre sens, eh c'est peut-être bien d'aller le chercher aussi. Et là, pour vous aider rapidement, on va faire un petit peu de physique, j'y peux plus rien en physique, hein, mais on va faire un petit peu de physique. Donc voilà, là on est vraiment au fond des fosses de Marianne, hein, cramé. Enfin, pas tout à fait, on pourrait aller encore plus loin, mais on va dire qu'il y en a juste une autre que Marianne, qui est encore plus profonde, on ira une autre fois. Et ensuite, donc je vous laisse imaginer, je ne sais pas si vous avez déjà vu, moi avec mes enfants, ça m'est arrivé de regarder l'émission de Jamie, là, pas Jamila, hein, Jamie, c'est pas sorcier, tu couperas tout ce que tu veux. Jamie, qui faisait là ce jour-là, j'étais devant la télé avec mes gosses, et puis il faisait une expérience pour analyser la résistance des matériaux, et ils avaient rempli une boule en plastique, ils rempli une boule en bois, et enfin un tonneau, et puis une espèce de fût en métal, et ils analysaient en mettant un petit pain de dynamite au milieu de ce volume d'eau,
Ils analysaient ensuite l'onde. Fatalement, ils disaient qu'il y a une onde de choc tridimensionnelle qui va partir, une onde liquidienne qui va partir tridimensionnellement, qui va les pousser sur les parois. Et puis après, avec des caméras où ils filmaient en ralenti, ils analysaient la capacité d'explosion, de résistance des différents matériaux, bois, plastique, etc. Et je me suis rappelé de ça, donc j'ai retrouvé ça sur Internet pour essayer de visualiser la chose. Donc, dans un premier temps, je vous demande de visualiser cette histoire-là, qu'à partir du centre, on a cette petite détonation qui va provoquer cette onde de choc sphérique. On peut se matérialiser comme ça, la modéliser comme ça, donc tout simplement une onde sphérique. Au niveau des points ici, c'est pas du tout une explosion ça, encore comme au niveau des points orange, on a le petit pain de plastique qui explose, et on a de façon tridimensionnelle des ondes qui vont partir dans tous les sens et aller jusqu'à la limite de la structure. Je vous laisse imaginer, enfin on va imaginer tous ensemble, qu'on coupe ce cercle en 8 portions, donc un coup horizontal, un coup frontal et un coup longitudinal, et on se retrouve avec un quart du haut, mais un huitième qu'on peut enlever. Je vous laisse le remodéliser ici en cube, parce que je n'ai pas trouvé mieux, et vous imaginez que ici, on a encore les 7 autres morceaux, que la flèche, c'est l'explosion, et cette onde liquide qui est partie de partout, mais on le revisualise ici que dans ce huitième de sphère, de carré ici, de cube, mais de sphère. Et bien, au lieu d'une explosion ici, on met un choc. Et on a conceptualisé dans notre tête, et dans nos mains derrière, quand on va aller chercher pour le déprogrammer, on a conceptualisé cette onde de choc tridimensionnelle. À partir de là, je me suis amusé, voilà, et là on la reconceptualise, la résultante qu'on imagine en 3D, j'ai oublié le D, dans la structure vivante, donc un choc devant, on vient un cas de tout à l'heure, et on a là, on prend le D, mais aussi on en transversalement, on va voir cette onde de choc qu'on peut éventuellement aller chercher. Et là, pareil par rapport à ça, je me suis attelé à aller chercher comment faire un petit protocole semblant à un protocole sur l'axe crânio-sacré qu'on peut intégrer dans le déroulé de tests de nos patients pour aller voir s'il y a quelque chose qu'on peut en fait, ça en plus généraliser à tout le corps, hein, sur une épaule, sur un bassin, sur un membre, d'aller chercher cette onde liquidienne. Moi je travaille beaucoup avec ça maintenant. Et j'ai mis le patient et mon guide parce que si on veut s'amuser à l'intégrer dans le déroulé, dans sa routine de test, ça peut être un peu long. Par contre, le patient, là, c'est un bon guide parce que lui, en général, il nous dit « Ah, mais je suis tombé, ça a tapé là. Ouais, je suis tombé, ça a tapé là. » Donc là, on a le vecteur. Hein. Après, il suffit de mettre les mains de chaque côté, d'aller chercher cette onde liquidienne, de la déprogrammer. Et pour certains patients, des résultats assez étonnants. Sur une vision perturbée, là, après un choc ici, on a beau faire de l'osseux, etc. Fait de l'onde liquidienne, la séance, après, m'a envoyé un petit SMS quelques jours après, la vision s'était améliorée, mais énormément, juste en faisant ça. Donc, pour mettre en place tout ceci, mon idée c'était d'essayer de toucher une population qui quand même au niveau liquidien, au niveau diomérien, au niveau de tous ces coups qui prennent les whiplash, etc. Je me suis dit mais ce serait bien que j'arrive à toucher des rugbyman mais du top, enfin du haut niveau quand même parce que là ça bugne bien fort et je devrais trouver de quoi mettre en place mes techniques. Et du coup, Eurostéo nous permet des belles rencontres amicales, j'en ai fait une avec Nico, donc qui est ici, que vous voyez là sur la photo, et avec qui on a discuté. Je lui ai parlé de mon projet, puisque en même temps, voilà, on a bien sympathisé, puis au-delà de ça, voilà, il est kiné, pour ceux qui ne le savent pas, il est kiné à Agen, top 14. Donc je suis allé à Agen, invité amicalement chez Nico, et puis après à Agen, on devait aller traiter les joueurs. Et là, on a fait, en plus, c'était une découverte au-delà du travail avec Nico, l'amitié avec Nico, etc. Mais j'ai découvert aussi le travail à 4 mains sur ces structures-là. Et je prends qu'un exemple, c'est celui de ce monsieur George Sisley, donc qui est international rugby, qui fait 1m95, je crois, une centaine de kilos. J'en fais 90-95, donc vous voyez, bestiaux. J'ai mis les mains dessus, putain, du bois de partout. C'est hallucinant. Comment on va faire? Et en fait, à 4 mains, un qui était au crâne et l'autre au bassin ou au niveau des pieds, en travaillant sur ces niveaux-là, l'UCC aussi, mais en travaillant sur le système médulaire, ce qu'on trouvait en fait dans les mains, et en se servant l'un et l'autre à tour de rôle de point d'appui, de point fixe, et l'autre pouvait travailler et inversement. Mais je prends cet exemple-là, lui, Nico il me confirmera, hein, je pense pas, je raconte pas j'aime pas trop raconter de blagues. Les 3 fois où on l'a fait se relever, parce qu'on estimait qu'on avait suffisamment fait pour le moment sur lui, on l'a fait se relever, on était tous les deux à côté, on n'était pas loin du protocole commun. Voilà, mais pour vous dire que j'ai pu, grâce à cette expérience, mettre en place tout ça sur du hyper cogné, et en faisant des trucs où de l'extérieur on est plus doux, sur des bestiaux comme ça, je vous en parle même plus. Pour terminer, je terminerai avec deux petites citations. Une dans tout à leur style, donc le liquide sphéro-rachidien est le liquide le plus noble du corps.
C'est une des grosses traces que nous a laissé Andrew Taylor Still, sans technique au niveau du système crânio-sacré, fort de tout ce que je viens de vous dire sur le contenant de ce liquide céphalorachidien, mais sur ce qu'il y a dedans, les tensions qu'il peut y avoir, sur tous les canaux dans lesquels il circule. Je vous laisse imaginer l'action qu'on peut avoir en régulant tous ces niveaux-là, l'harmonisation de tous ces niveaux-là, donc la régulation de la circulation, production, résorption, circulation du liquide céphalorachidien, et je vous laisse imaginer sur la vitalité d'un patient, au-delà de juste le petit lumbago, la douleur du genou, la vitalité d'un patient, le travail qu'on peut faire, à mon sens. Et ça, j'essaie en cabinet de travailler un petit peu plus avec les patients qui comprennent le trip et qui reviennent régulièrement pour travailler vraiment sur le terrain, qui reviennent sans symptomatologie. Je travaille avec ça. Moi, je me régale, c'est du beurre, je me régale. Et surtout, les patients travaillent là-dessus, sur leur vitalité, sur ce terrain. Le terrain du crânio-sacré qui était blindé. Sur quelques séances, on arrive à... Voilà, je vous laisse imaginer donc toute l'amélioration qu'il peut y avoir quand le liquide céphalorachidien est amélioré dans tous ces paramètres. Et je termine complètement en vous citant cette loi, qui est devenue une loi de Soudo-Plateau. Partager un bien matériel, c'est le diviser. Hein, si j'ai 20 € que je partage avec Nicolas, il en prend Nicolas avec Julien, il en prend 10, j'en prends 10. On a divisé le billet en deux. D'accord ? Par contre, partager un bien immatériel, c'est-à-dire de la connaissance, eh bien, c'est le multiplier. La connaissance, pour moi, c'est du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, de la compétence, mais ce n'est pas de la connaissance pour moi, tant que ce n'est pas passé à la moulinette de l'expérience. Ma petite moulinette de l'expérience, je vous l'ai livrée ce soir. Ceux qui peuvent, surtout il faut être diplômé, ceux qui veulent, et surtout ceux qui peuvent, donc, je vous invite à venir dans un mois. En tout cas, vous avez compris que moi, je m'éclate à faire ça, et je m'éclaterai à vous proposer au niveau technique. Je vous remercie.